ont toutes un point en commun. Elles sont décédées en 2020. Pas de cause habituelle, non, elles ne sont pas décédées dans un accident de la route ou ne sont pas décédées de maladie. Non, ces femmes sont mortes sous les coups de leur mari, conjoint ou ex-conjoint. Mais peu importe la manière dont vous les appellerez, je pense que leur acte, lui, reste le même. Tuer une femme. Ce crime pour lequel ces hommes cherchent malheureusement des prétextes infondés. Non mais vous comprenez? Elle m'a provoqué. Et donc toi, tu l'as frappée. Et tu l'as tuée. Logique, non? Mais pourtant, dans le cas d'un homicide volontaire, l'article 221.4 du Code pénal nous explique bien clairement que le fait de tuer sa femme ou sa compagne est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Cela devrait refroidir ce genre d'homme. Mais malheureusement non, car malgré tout, en 2020, ce sont 102 femmes qui sont décédées dans ces conditions. Voyez-vous, je pense que pour beaucoup d'hommes qui commettent ce genre de crime, leur vision de la femme n'a pas changé du Moyen-Âge. En effet, pour eux, une femme correspond à ce quelque chose qui nettoie la maison, fait les courses et s'occupe des gosses. En gros, c'est baisse la tête et fait la vaisselle. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Les femmes ne sont plus à vos ordres. Les femmes ont le droit de ne pas être d'accord avec vous. Et surtout, les femmes ont le droit de ne pas avoir envie de vous sans que cela ne touche à votre ego. En effet, il est bon à savoir que depuis 1990, obliger sa femme ou sa conjointe à avoir des rapports sexuels non consentis est selon l'article 222.24 puni de 20 ans de prison. Les choses ont évolué depuis le Moyen-Âge. Georges de Sand, Olympe de Gouges, Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir sont passés par là. Et aujourd'hui, nous sommes tout de même au XXIe siècle. En 2020, 102 femmes sont décédées sous les coups de leurs conjoints. Les féminicides sont des actes terribles qui pourraient être évités par des mesures qui pourraient être mises en place. Mais malheureusement, il y a beaucoup trop de pourraient dans cette phrase. Alors aujourd'hui, bien sûr que je suis féministe. Je le suis lorsque 102 féminicides ont eu lieu en 2020. Et je le suis de plus lorsque quand une femme va au commissariat pour y signaler un acte de violence commis par son conjoint, il arrive encore qu'elle se fasse interroger sur ce qu'elle aurait pu bien faire ou bien dire pour qu'il en arrive là. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas toujours à savoir si cette femme a besoin d'un endroit où se réfugier ou si elle veut juste parler, non. On lui demande ce qu'elle aurait bien pu faire pour qu'elle se fasse frapper. La formation de milliers de policiers et gendarmes doit se renforcer afin de pouvoir mieux réagir face à ce genre de situation, afin de poser les bonnes questions aux victimes et surtout afin de pouvoir les protéger efficacement. Mais nous ne pouvons pas rester les yeux fermés face à ce fléau. Alors j'en appelle à vous, car seuls, nous ne pouvons rien faire. Vous vous rendez compte que seulement 19% des femmes portent plainte suite à des violences conjugales, mais que 80% de ces plaintes sont classées sans suite. Mais quelle est donc la réponse? Une plainte classée sans suite? Nous laissons ces femmes dans le besoin, dans la peur, dans un danger sans suite. Elles sont seules et terrifiées, mais leur seule réponse de la justice est une plainte classée sans suite. L'année dernière, une femme est venue signaler à son commissariat que son ex-conjoint essayait de forcer la porte dans son appartement et qu'elle était terrifiée. Et vous savez ce qu'on lui a répondu à la gendarmerie? Mais madame, on se déplace pas pour ça, nous. Le lendemain, cette même femme a été retrouvée égorgée dans son appartement et l'auteur s'est avéré être son ex-conjoint. Dois-je rappeler l'article 15.3 du Code de procédure pénale? Celui qui oblige un policier à prendre votre plainte? Mais le problème, c'est qu'il reste encore, a priori, des policiers qui ne savent pas cette loi. Si cette jeune femme avait été entendue et protégée, elle serait vivante aujourd'hui. Elle s'appelait Shainez. Elle était jeune mère de famille de 31 ans. Oui, comme vous l'aurez remarqué, je parle d'elle au passé.
Chahinez a été brûlée vive à Mérignac le 5 mai dernier par son ex-compagnon. Ce dernier venait de terminer sa peine de prison pour violence conjugale sur cette dernière. Il avait interdiction de rentrer en contact avec elle. Le 5 mars, il outrepasse cette interdiction et agresse Chahinez. Elle porte plainte. Même si Chahinez avait porté plainte, elle n'a pas pour autant bénéficié de protection. Le téléphone grave danger ou le bracelet électronique anti-rapprochement auraient pu éviter ce drame. Le 5 mai 2021, alors qu'elle rentrait chez elle, son ex-compagnon surgit, l'agresse, elle tente de fuir. Mais ce dernier lui tira 2 balles dans les jambes et la brûla vive à 100 mètres de chez elle. Lors de sa défense, il dira qu'il voulait juste lui laisser quelques marques, mais il lui a au final retiré la vie. Ceci devant ses enfants, traumatisés à vie par la mort terrible de leur mère. Le cas de Chahinez est atroce, insupportable et bien réel. Combien de drames comme celui-ci faudra-t-il pour que toutes les mesures politiques soient appliquées de manière efficace? Mais en attendant, depuis 2019, ce sont plus de 200 femmes qui sont mortes dans ces conditions. Cependant, l'État, qui semble enfin avoir pris conscience du problème, a organisé de septembre à novembre 2019 un grand débat sur ce thème, le Grenelle des violences conjugales. À son issue, des mesures ont été prises, mais des actes réels sont attendus, comme de la sensibilisation auprès des élèves, ainsi que de réelles formations au sein de tous les commissariats de police et de gendarmerie. À la suite de ces débats, en septembre dernier, soit plus d'1 an après, une grande mesure a enfin émergé, via le décret numéro 2021-161 du 23 septembre 2020. Ce dernier annonce la mise en place de bracelets anti-rapprochement. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Alors en gros, ce bracelet est placé sur le conjoint violent. Il est donc géolocalisé à tout moment. La victime, elle, possède un boîtier. Elle est elle aussi géolocalisée à tout moment. Lorsque le conjoint rentre dans une zone allant de 20 à 2 km de la victime, ils reçoivent tous les deux une notification. Lui, pour l'avertir qu'il n'a pas le droit d'être dans cette zone, et elle, pour la prévenir de la présence plus ou moins éloignée de son conjoint. Ensuite, lorsqu'il rentre dans la zone des moins de 2 km de la victime, une patrouille est immédiatement envoyée sur les lieux ainsi qu'un message à la victime. Alors autant vous dire que sur le papier, cette mesure a l'air géniale. Mais en réalité, elle comporte une faille, et pas des moindres. Lors d'une procédure pénale, le juge peut ordonner la mise en place du bracelet sans demander l'avis du conjoint violent, ce qui me semble logique. Mais lors d'une procédure civile, souvent organisée par un juge des affaires familiales, il faut cependant demander l'avis du conjoint violent pour la mise en place du bracelet, ce qui me semble en l'occurrence beaucoup moins logique. Ce qui l'est beaucoup moins, c'est qu'en France, il y a 250 000 femmes victimes de violences conjugales. Mais ce sont seulement 1000 bracelets mis en place. Et sur ces 1000 bracelets, seulement 76 sont actifs à ce jour. Et pourquoi? Cela demande trop de logistique. Mais qu'est-ce que la logistique face à la vie de Chahinez? Qu'est-ce que la logistique face à la vie de femme? C'est une belle avancée pour les femmes victimes de violences, mais cette réforme possède tout de même 2 gros points noirs. On passe donc vite d'une grande mesure à une mesurette. Alors, vous me direz, jamais satisfaite celle-là. Mais en effet, je ne suis jamais satisfaite, surtout quand il s'agit de la vie de femmes qui auraient pu sauvées. Alors l'État peut agir encore plus rapidement et efficacement afin de pouvoir éviter de futurs féminicides. Aujourd'hui, en France, il y a 250 000 femmes victimes de violences conjugales. Mais combien sont celles qui ne parlent pas? Les violences conjugales se manifestent sous la forme d'un cycle, plutôt simple. La première étape est celle qui est le plus entendue dans les témoignages, le conte de fées. En effet, le conjoint violent est au début un ange. En même temps, cela semble logique, il ne va tout de même pas vous montrer son côté obscur dès les premiers rendez-vous. Cette étape sera plus ou moins courte. La deuxième étape est l'isolement. Il va vous isoler
en commençant par vos amis, puis votre famille. Vous irez de moins en moins les voir jusqu'à ne plus les voir. La clé de ce processus est la manipulation. Les hommes violents sont très très forts en manipulation, je dirais un petit bac plus 10. Puis viennent les premières humiliations, insultes, interdictions, dénigrements ou coups lors de disputes. Vous avez peur, mais vous l'aimez. Une fois redescendu, il vous dit qu'il est désolé et qu'il ne recommencera plus. Vous avez peur, mais vous l'aimez. Vous croyez en changement et vous acceptez. Ensuite, monsieur redevient un ange, truffé de petites attentions. Vous reprenez confiance, vous le croyez, mais c'était une erreur. Car le diable n'est jamais très loin. Les insultes, humiliations ou les coups vont revenir. Les violences conjugales sont de différentes natures, psychologiques, économiques et ou sexuelles. La culpabilité, autre clé d'un homme violent. Ce ne sera jamais plus de sa faute, mais de votre faute s'il est dans cet état. Puis, la peur s'installe pour laisser place à la terreur, mais aussi à la honte et au sentiment d'impuissance totale. Ce cycle peut se répéter indéfiniment si quelqu'un ne se rend pas compte ou si la victime ne voit pas de porte de sortie. En 2020, 102 femmes sont décédées. Ce sont autant qui auraient pu être sauvées. 3919, c'est le numéro disponible 24 heures sur 24 qui peut sauver des vies. Mais n'oubliez pas que les policiers, gendarmes, médecins et travailleurs sociaux doivent encore être formés. Que chacune et chacun d'entre nous, témoins, se doit de soutenir, dénoncer, aider. Que les garçons, dès leur plus jeune âge, doivent apprendre le respect et la notion d'égalité. Que les filles ne doivent en aucun cas se laisser faire, qu'elles se doivent de réagir face à toute forme de violence, que ce soit envers elles ou envers une autre. Alors ainsi, si vous êtes en contact avec une victime de violence conjugale, aidez-la. Surtout, ne banalisez pas ces violences, mais dénoncez-les, car la solidarité est la clé de ce processus. Bravo, 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 bravo.